Bonjour à tous. Donc bienvenue sur cette session où on va vous parler du retour d'expérience de Swiss Life sur la Power Platform. On va commencer par se présenter. Florian. Bonjour, donc Florian Boisseau. Moi, je suis responsable du département qualité de service. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir avec aujourd'hui, même si je souhaite que vous ayez tous de la qualité de service dans vos projets. Et Digital Workplace. Donc, j'ai tout le silo des helpdesk jusqu'à l'ingénierie. Et pour ma part, donc Alexandre Demilly, je suis gérant de la société Wakers et également leader sur les sujets cybersécurité. Et puis quand je m'ennuie un petit peu, je fais un peu de Power Platform. Euh, donc voilà. Encore merci aux sponsors sans qui l'événement pourrait pas avoir lieu. Donc Solution Vie, Apsis Cyborg, Stat for Decision, Biwi et Wakers. Et puis également les sponsors coup de cœur, Let's Sign It, Marcy, AMJE et Club Power BI. Et pour terminer, KPI et Vert et Bleu Conseil. On y va, on attaque. On est parti pour 45 minutes. Si vous voulez poser vos questions au fil de l'eau, allez-y, n'hésitez pas. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, Florian, je te laisse démarrer avec un peu de contexte. Donc, le low-code chez Swiss Life. Donc, démarrage en 2020. Au départ, on avait un certain nombre d'actions récurrentes à faire autour de qui était téléphonie avec l'affectation de numéros, etc. Et les ingénieries chez Eric qui est dans la salle, qui gère l'ingénierie Workplace, on avait un peu marre d'avoir à gérer ces actions sans valeur ajoutée. Et donc, il y a un certain nombre de Power Apps qui ont été développés pour traiter donc ces sujets avec la gouvernance qu'on avait définie. Donc, avec des sujets qui doivent vous parler, je suppose. Migration de site SharePoint, migration de filer vers SharePoint, attribution de numéro au téléphone via Teams, demande d'ajout de compte invité. Donc, ça, c'est des choses qui sont un peu pénibles pour beaucoup de SI dans Teams. Donc, un gros enjeu d'automatisation de ces process sans valeur ajoutée. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai dans mes fonctions aussi la gestion de ServiceNow. Et en fait, créer des formulaires spécifiques ServiceNow, ça prenait pas mal de temps. Et finalement, en 2021, sans le savoir, en fait, la direction de l'innovation se met dans l'idée de créer un vision paper autour du low-code et me dit est-ce que tu en as entendu parler, puisque Microsoft c'est plutôt chez toi. Et je lui dis bah ouais, ça tombe bien parce qu'on en fait déjà, mais plus pour couvrir nos besoins. Et donc on pourrait aller un petit peu plus loin. Donc bah voilà, on va vous montrer ce qu'on a fait autour de cette Power Platform En 3 ans. en 3 ans. Donc les enjeux, globalement, il y a, sans relire, mais on a pas mal de choses, on a pas mal d'end-user computing dans la société, des macros Excel, des bases access un petit peu partout. Ils sont censés les déclarer à la compliance parce qu'il y a plus ou moins de risques là-dessus. Mais on sent que c'est pas forcément fait et qu'on a des métiers assez critiques qui les utilisent et finalement souvent ils sont pas censés solliciter la DSI mais assurer eux-mêmes le support. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, quand ça marche pas, il y a le COMEX qui m'appelle et qui me dit tu peux pas faire quelque chose. Donc en général, on pallie avec de la puissance machine, mais ça va pas au-delà. Donc voilà, on voit qu'il faut des capacités de delivery des systèmes informatiques. On a aussi des demandes de plus en plus d'être time to market, donc aller un petit peu plus vite. Et finalement, sur les structures un peu plus legacy de développement, ça ne leur correspond pas. Donc, on a parlé des EUC. Et donc, à un moment donné aussi, il y a des petits besoins qui arrivent, qui sont des fois un peu jetables, sur lesquels on dans des dérives impossibles. Donc finalement, ce n'était pas réalisé jusqu'à maintenant. Et finalement, c'est quand même des petites applis qui rendent service. Et donc, on voulait aussi laisser un maximum d'autonomie, comme ce qu'ils avaient autour des EUC, mais tout en sécurisant. Ça, c'était plutôt les demandes côté métier. Côté DSI, on a du Shadow IT, on en a de moins en moins grâce à la Power Platform, et là, ça, c'est de plus en plus compliqué d'avoir du Shadow IT. On a fait toute une gouvernance, on le verra plus tard. Voilà, c'est un des écueils, on fait peur à la MOE, donc on arrive à faire des trucs. Finalement, voilà, il faut trouver un terrain d'équilibre entre la MOE Legacy et puis ce que nous, Digital Workplace, on peut faire ou ce que les Citizen Dev peuvent faire. Donc tout ça, c'est une question de gouvernance, c'est se mettre d'accord sur là où on va mettre
les forces. On veut aussi traiter tous les sujets d'innovation. Alors tout à l'heure, on était à la petite réunion autour de copilote, de l'IA, etc. Et voilà, on veut rester au cœur de l'innovation et on voit que la Power Platform peut nous aider à y répondre. On a déjà testé des services cognitifs d'Azure sur des résumés, etc. Donc voilà, on se dit qu'il faut y être. Et puis il y a tout ce qui est gestion de l'obsolescence, on en a parlé. Je n'arrête pas de dire qu'on ne compensera pas les besoins autour des macros avec de la puissance machine. À un moment donné, il va falloir swapper de solutions et la Power Platform y répond. Donc, quand on a fait ce vision paper, en fait, en gros, on était tous d'accord, on prédisait un peu 3 phases. Donc, on a essayé de budgéter parce qu'en fait, forcément, ces vision papers sont présentés au COMEX, donc il va avoir une idée de ce que ça va coûter. Une phase centralisée, où c'est l'équipe de Digital Workplace qui gère la plateforme et qui réalise les développements, donc ce qu'on appelle nous Lab Factory. Donc avec pour eux, c'est Digital Workplace. Nous, c'est avec le renfort de Workers avec qui on travaille depuis le début. Une phase Citizen Dev. Donc là, on continue d'intervenir juste en tant que support pour les Citizen Dev, mais c'est les métiers qui développent. Et puis une phase hybride où, en fait, on gère la plateforme toujours, mais finalement, en gros, on a un mix des deux. Donc là, on a fait des projections de licence par rapport à des use cases qui nous avaient été présentés, parce qu'on a essayé de faire des pilotes. Et on voit, comme souvent c'est le cas, que finalement, ce qu'on a prévu au début, c'est pas la réalité. Et donc on passe, on fait finalement la phase 2, elle a été vite zappée, quoi. Ce qui a été plutôt cool dans le contexte, c'est qu'on avait un cadre. Malheureusement, dans beaucoup trop de contextes, la Power Platform, on y va avec selon le sens du vent, selon les sujets qui arrivent, et on se pose pas sur un cadre et sur des objectifs. Et surtout, c'est pas relayé au plus haut niveau. Là, ce qui était plutôt pas mal chez Swiss Life, c'est que au plus haut niveau, le sujet a été étudié, il y a un cap qui a été fixé avec des objectifs, avec des enjeux, avec des choses qu'on voulait, des choses qu'on voulait pas. Même si évidemment entre la théorie et la pratique, il y a toujours un écart. Globalement, on avait un cadre et toutes les personnes dans l'organisation étaient impliquées. Il n'y a pas eu et du coup, pas de surprise, pas trop de mauvaises surprises sur le sujet. Et on s'est décidé assez vite, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas que Microsoft qui fait du low-code. Et finalement, on avait ServiceNow qui propose aussi sa solution. On a regardé d'autres solutions et on n'est pas resté longtemps à se dire que finalement, ça serait Microsoft déjà, parce que pour des termes de sécurité, on restait dans un écosystème qui était maîtrisé. Donc ça, c'était vraiment plutôt cool. C'est choisir la solution très rapidement, quoi. Donc, comme ce que je disais, voilà, en fait, la réalité n'était pas de passer par 3 phases, mais était rapidement d'arriver sur 2 phases. Donc, la phase centralisée, c'était la première, celle où voilà, on faisait tout. On gérait la plateforme et on gérait les devs. Et puis, donc, la phase hybride qui est arrivée très rapidement où voilà, en fait, on gère la plateforme, tout ça pour des questions de sécurité et puis d'harmonisation, jusqu'au graphisme, jusqu'au template graphique. Alors j'ai de la chance, elle n'est pas là, mais d'avoir une MOA en plus qui est très sensibilisée, qui est une équipe du designer, donc on est très sensibilisé à ça. Et donc après, on assure un support quelques heures par semaine aux Citizen Dev pour les aider sur des points de blocage. On a créé une communauté et puis pour les aider, tout ce qui est mis en prod, puisque en fait finalement on respecte bien toutes les règles de sécurité et la gouvernance qu'on a mise en place. Donc la réalité, après 3 ans, on en est à 17 applications développées. Je pense qu'on était dans nos estimations, on était dans ce qu'on avait prévu, on a dépassé un peu on a largement, je pense, les objectifs. Et globalement, le ratio entre le modèle centralisé, donc on a 8 applications qui sont développées par Digital Workplace, pour Digital Workplace, pour les usages qu'on a cités tout à l'heure, et d'autres sur la gestion du quotidien au service de Digital Workplace. On a 6 applications métiers développées par l'équipe Digital Workplace. Donc là, cette fois-ci, l'interlocuteur, c'est le métier qui exprime un besoin qu'on étudie et auquel on répond. Donc, par exemple, la gestion du flex office, la centralisation des études, voilà, des centralisations documentaires, suivi de start-up. Voilà, c'est des cas d'usage qui sont remontés comme étant des besoins par les métiers et sur lesquels l'équipe Digital Workplace a cadré le besoin et a répondu à ces besoins. Et puis 3 applications métiers développées par les citizens. Donc là, cette fois-ci, par des personnes qui ne sont pas des professionnels du low-code et qui ont développé leurs applications
encadré et avec le support de l'équipe Digital Workplace. D'ailleurs, un petit mot sur les applications métiers. En fait, on a voulu prendre 4 use cases au départ. Il y en avait un qui s'approchait en gros du mode de travail hybride et comment on regarde ça, comment on anticipe la gestion des équipes. Et voilà, faut pas avoir peur, c'est du jetable aussi. C'est ça. En gros, on va le dire parce qu'ils ont parlé tout à l'heure, Waldo répondait parfaitement aux besoins et de manière un peu plus graphique et on va dire plus friendly user. Donc voilà, ça a été abandonné, il faut savoir le faire. Et on en a gardé 3 vraiment très orientés sur sur les métiers Swiss Life et très custom pour Swiss Life, quoi. Voilà. Donc, pour arriver à ça, il a fallu mettre en place une organisation, mais de façon maîtrisée. On ne voulait pas vivre les écueils qu'on voit malheureusement sur certains audits qui sont où on voit que la plateforme est totalement hors de contrôle et que tout le monde est perdu. Donc, on ne voulait surtout pas vivre ce genre de choses. On voulait qu'il y ait un cadre autour de la plateforme. Donc, on a mis en place un certain nombre de sujets pour organiser la plateforme. Donc, déjà, une organisation au niveau des environnements de développement, un environnement de dev sur la gauche, un environnement pré-prod, prod sur 2 tenants séparés. Et puis, on voulait absolument avoir du suivi aussi. Donc, le centre d'excellence, je ne veux pas m'éterniser dessus. Je pense que tout le monde connaît. C'est l'outillage qui permet de référence, qui permet aujourd'hui d'avoir de la visibilité sur l'écosystème et qui nous permet de voir si les règles qu'on a mis en place sont respectées et si elles ne sont pas respectées, faire en sorte qu'elles le soient. Donc ça, c'est l'organisation qu'on a mis en place. Et après, je pense que tout le monde en est conscient, il y a ce fameux environnement là qui nous embête un petit peu, l'environnement par défaut, puisque là-dessus, on a un nombre de contrôles qui sont limités. Donc, on a mis en place des process plutôt a posteriori pour contrôler ce qui se passe sur ces environnements. Mais dès le début, on s'est dit, on n'a pas laissé la porte ouverte à l'initiative sans contrôle. On voulait absolument que chaque développement soit cadré, arbitré par les bonnes personnes dans l'organisation. Et une fois que c'est validé, on décide si c'est fait par la factory, si c'est fait par les citizens. Mais en tout cas, il y a vraiment un process de qualif. Donc, ce process de demande, donc une personne qui a une demande chez Swiss Life pour développer, qui a un besoin, la première étape, c'est qu'elle a une fiche de qualif à remplir qui lui permet d'exprimer son besoin. Donc, avec des critères bien précis qui nous permettent de voir là où on veut aller, quel va être l'intérêt pour la société. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est que ce besoin est qualifié avec des critères assez précis que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, le besoin est qualifié et derrière, on va émettre un avis, une orientation par rapport aux besoins. L'orientation peut être juste de dire, en fait, on ne va pas le faire avec la Power Platform. Peut être juste de dire, on a déjà une solution existante. Et c'est ça aussi qu'on voulait éviter sur le mode open bar, c'est de redévelopper des choses qui existent, dont les utilisateurs n'ont peut-être pas la connaissance ou peut-être essayer de contourner un peu le système. Donc voilà, j'ai la grille de qualif. Selon la qualif, j'oriente soit vers une application existante, soit vers un développement low-code parce qu'il y a un besoin, soit aussi, ce n'est pas la fin du code traditionnel. Il y a certains cas d'usage où le développeur en low-code, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, il y a une équipe qui s'occupe des développements pro-code chez Swiss Life. Même beaucoup, il ne s'agit pas de tout faire en low-code et de bypasser cette équipe. Il s'agit que tout le monde trouve sa place et qu'on soit capable de répondre de la meilleure des manières selon le besoin exprimé. Ensuite, il y a une orientation qui est mise. Si le low-code est choisi, on arbitre. Est-ce que ça va être développé en mode factory? Est-ce que ça va être développé ou est-ce que ça va être développé par le demandeur, par le citizen? Donc là, pareil, on a des critères d'évaluation qui nous permettent d'orienter d'un côté ou de l'autre. On ne le fait pas selon le sens du vent. On a des critères assez précis qui nous permettent d'orienter ça. Évidemment, comme toujours, on en parlera après, il y a des dérogations. Mais, et puis, dès le début, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait anticiper le run. Il ne s'agit pas de développer des applications et qu'à la fin, personne ne les gère et quand il y a un problème, c'est de la faute de tout le monde, mais c'est de la faute de personne et donc du coup, personne ne gère. Donc, en fonction du mode de développement, il y a des règles très précises
de qui va s'occuper du run et qui va supporter l'application. Et ça, c'est super important pour éviter les cas que tu citais tout à l'heure Oui, j'ai un problème, j'appelle le support, mais le support ne peut pas m'aider. non, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper, c'est des coûts. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai fait mi-gestion, mi-informatique, donc j'ai été mi-sensibilisé aux coûts, donc le modèle de coût de la DSI, je maîtrise bien, et il faut savoir refacturer un certain nombre de coûts. Il ne faut pas penser qu'en fait, en gros, c'est quelque chose qui peut être géré en plus du run habituel des équipes Workplace. Non, c'est un métier supplémentaire. Et puis finalement, si on répond pas bien, ben, la sauce prendra pas. Donc il faut vraiment le traiter dès le début et ben, voilà, pas dire que ça coûtera rien. Et il y aura quand même des coûts de gestion de la plateforme qui devront être répartis ben, sur tous ces utilisateurs. Donc beaucoup moins de coûts qu'on va dire une plateforme standard de développement, mais il y a quand même quelques coûts. Et il y a un point qui est super important, c'est celui-là, traitement sous une semaine maximum. Moi, il y a des choses que j'entends sur des politiques de gouvernance où régulièrement j'entends, mais si on laisse pas, la Power Platform est une plateforme citizen, si on ne laisse pas faire l'utilisateur, on perd l'intérêt de la plateforme. On peut en débattre, mais pour moi, on est capable d'apporter de l'agilité à l'utilisateur et de lui apporter du service en plus, parce que quand on qualifie son besoin, on va pouvoir potentiellement l'orienter. Il a peut-être choisi le low-code, mais c'est pas la bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc, on va pouvoir en plus lui apporter du service, lui rendre service et le mettre dans un cadre qui sera propice à ce que le développement soit un succès, tout en lui apportant de l'agilité. Donc après, il faut l'organisation qui va bien. Être capable de traiter une demande sous une semaine, ça se fait pas comme ça. Mais pour moi, on est capable d'avoir un cadre au sein de la plateforme et d'apporter de l'agilité et d'être capable de répondre rapidement à des besoins. Pour moi, c'est pas du tout incompatible. Donc voilà, c'est ma conviction sur le sujet. C'est des débats que j'ai eu dans beaucoup de contextes, mais c'est super important. On est capable d'apporter de l'agilité aux utilisateurs qui ont des besoins sans pour autant laisser le truc open bar hors de contrôle et où à la fin, de toute façon, si c'est hors de contrôle, tout le monde perd. Qualification et orientation, je vous avais parlé de critères factuels. C'est important d'avoir ces critères factuels parce que sinon, s'il n'y a pas ces critères factuels, des choses que je vois dans beaucoup de contextes, c'est que ça se fait par affinité. J'aime bien la Power Platform, tu m'exprimes ton besoin, je vais te orienter vers la Power Platform. J'aime bien le Procode, tu m'exprimes ton besoin, je vais te dire qu'il faut le faire en Procode. Donc, il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit d'avoir des critères précis qui vont orienter d'un côté ou de l'autre. Et il y a 3 axes. Et en plus, s'il n'y a pas de règles, on ne peut pas déroger aux règles. Donc, voilà. C'est important. Donc, trois axes possibles en fonction du besoin exprimé. Donc, on a dit low-code citizen, low-code pro-dev, donc la factory, ou full-code pro-dev. Et il y a des critères assez précis qui ont été estimés. C'est des critères contextualisés dans vos contextes respectifs. Vous pouvez rajouter des critères, mais il faut que ce soit factuel. Pour des questions de confidentialité, voilà, on n'a pas tout mis. Clairement, on s'est inspiré de la note de la guideline autour des EUC. Voilà, le low-code, normalement, on n'est pas censé gérer des applications critiques en low-code. Donc forcément, si on ne gère pas une application critique, ben, en fait, on a un nombre d'utilisateurs limité, on n'a pas de données données très confidentielles. Donc nous, en gros, le C3, c'est strictement confidentiel, C4, c'est secret, hein, C4, c'est COMEX. Donc voilà, je pense qu'on n'aura certainement jamais même d'application, même ProDev en C4. C'est plus ce qui reste dans notre SharePoint on-prem, en fait. Après, on a tout ce qui est ProDev. Ben, en fait, la différence, ça va être est-ce que je peux attaquer les autres briques de mon système d'information ou est-ce que je reste dans mon écosystème purement Office 365 Surtout la première ligne. Oui, oui, la première ligne, c'est l'engagement, hein, ça c'est sûr. C'est comme les EUC, c'est vous assurez vous-même votre support. Il faut bien y penser aussi que dans chaque application, il y ait bien une ligne, enfin un petit code pour dire vous avez besoin de quelque chose et mettre le bon interlocuteur. Il faut prévenir les helpdesk. Alors moi j'ai de la chance, c'est qu'ils sont tous chez moi. Donc voilà, on a listé même les applications Citizen Dev et ils sont capables de donner le nom de la personne qui s'en occupe. Donc après, il y a une histoire de données, hein, de volumétrie de données. Donc bon, c'est là où on a dérogé un petit peu, c'est sur Dataverse. Hein, et, rapidement, en fait, on est dans une culture de la grosse volumétrie de données et forcément, on a eu des dérogations là-dessus demandées par le COMEX. Hein. Avec les SI, le ProDev peut échanger avec le SI que j'appelle rouge, hein, le legacy. Donc nous, on a du MVS hein, aussi, on a du mainframe, donc on a du distribué. Donc ProDev, ils peuvent faire appel à des API, il n'y a pas de problème. Citizen Dev, non. Après, la méthode, c'est aussi des fois, puisque déjà dans leurs EUC, ils interagissaient
avec du SI rouge, mais plutôt par dépôt de fichiers, absorption de fichiers, etc. Donc on trouve ce type de mécanisme. Et d'ailleurs, petit mot, on va s'appuyer un peu sur le LiPass, hein, le robot. Et on va certainement s'intéresser plus à la partie bot l'année prochaine. Voilà. Et puis après, le full code ProDev, ben voilà, ça c'est le legacy. Voilà, on oriente là-dessus. Après, il y a toujours des cheminements. On l'a vu, le but c'est de traiter en une semaine. Quand on dit, ben, en fait, finalement, on a vu tout à l'heure, il y a une application super complexe qui a été développée par un citizen dev avec le fort appui d'un des membres du COMEX, qui m'a en gros pas laissé le choix que de l'autoriser à le faire, qui fait de la saisie des temps. Et en fait, chez nous, on a Clarity pour faire de la saisie des temps. Donc, en fait, naturellement, on leur a dit, bah non, allez voir Clarity si vous avez besoin d'un niveau de granularité plus fin. Allez voir Clarity. Et en fait, c'est revenu en Citizen Dev parce que la MOE Clarity a dit non, non. Et puis, donc on a dit si, il y a une application qui existe, si, il faut y aller. Et puis après, le chiffrage coûtait tellement cher qu'en fait, eux-mêmes ont orienté vers la Power Platform. Voilà pour Comme tu disais, il faut des règles pour qu'elles puissent être contournées il faut des règles pour qu'elles puissent être contournées. Par contre, clairement, elles sont dans 95% des cas respectées. Et si elles ne sont pas respectées, c'est avec une demande au plus haut et donc une prise de risque assumée. Donc ouais, sur 17 applications, on en a 16 où ça respecte ces critères et une où effectivement on a fait une dérogation. Mais voilà, je voulais insister sur la première ligne. Le mode citizen chez Swiss Life, c'est quoi? C'est la règle, c'est you build it, you own it. Donc si on part vers du citizen, la personne qui construit l'application l'a construite, elle en est propriétaire et elle gère le support. Donc c'est ce que disait Florian tout à l'heure. C'est aujourd'hui, si c'est une application Citizen, ça arrive. S'il y a un problème sur cette application, ça arrive au support. Le support a la liste des applications Citizen et redirige vers la personne qui l'a construite. Aujourd'hui, le support ne gère pas, support Swiss Life ne gère pas les applications Citizen. Donc s'il y a un enjeu de SLA, un engagement fort à avoir sur le SLA, ce sera plutôt en Procode, parce que forcément, c'est plus facile de supporter une application qu'on a construite avec, où on est sûr derrière de ce qu'il y a que supporter une application qu'on n'a pas construite. Donc ça, c'est une règle de gouvernance forte qui a été mise en place, mais qui est essentielle. Il faut se poser la question dès le début. Parce que si on ne se pose pas la question, encore une fois, une application qui a été construite par un citizen, quand elle ne marche plus, il va ouvrir un ticket au support. Et si personne ne sait qui la gère, bah après, ça peut aller assez loin. Donc voilà. Le maintien en condition opérationnelle de tout ça, pareil, hein, il y a des choses à faire, il y a pas mal de choses à faire. Donc ce qu'on a mis en place, c'est une récurrence hebdomadaire pour surveiller les capacités de la plateforme, pour surveiller les capacités des bases de données, pour s'assurer qu'on est dans les clous niveau licence, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'exploser toute la capacité et où on va avoir des problèmes de licence. Le suivi des erreurs, le suivi des tickets. Le contrôle des environnements, des applications, des automates, les règles de gouvernance, s'assurer qu'elles soient bien respectées. Donc avec le centre d'excellence, on s'assure qu'on est bien dans les clous. Et typiquement, une des règles qu'on a mis en place, voilà, on a un process clair pour créer une application. Celui qui ne passe pas par ce process, il y a une règle assez clair qui a été mis en place, c'est si c'est pas dans le process, l'application va disparaître, l'application va être supprimée. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un process clair, il est communiqué. Celui qui essaie de bypasser le process, on va le voir, on va peut-être avoir quelques jours perdu sa journée. et c'est pas possible en fait de pas suivre le process. Sauvegarder les sources, ça souvent c'est un truc qui est oublié aussi, c'est on fait des super développements sur la Power Platform. Par contre, si ça crache, y a un problème. Donc il y a des solutions tierces qui font le sujet, qui traitent ce sujet-là, mais on peut aussi le faire avec des automates internes, chose qu'on fait chez Swiss Life aujourd'hui. Suivi des évolutions des mises à jour, oui, il y en a. La plateforme M365, Power Platform, ça bouge tout le temps. Donc forcément, il faut suivre les nouveautés, il faut se mettre à jour. Il y a des nouveautés qui peuvent venir perturber des cas d'usage existants, il y a des nouveautés qui peuvent ramener de la valeur. Donc voilà. Et puis des actions ponctuelles, donc gestion des licences, gestion des demandes d'évolution, encore une fois, soumis à qualification et validation. Vous avez des questions? Donc on continue. Nos citizen dev, c'est pareil, hein, c'est pas lancer une démarche citizen dev, c'est pas quelque chose de magique. Il suffit pas de dire, malheureusement, pareil, c'est des choses que je vois dans beaucoup de contextes. On se dit, on laisse à disposition la plateforme, c'est bon, c'est du citizen dev. Ils vont faire leur petit développement et puis ça va bien se passer. Espérons.
dit souvent pas bien, ce mode-là. Donc les citizen dev, c'est des personnes, encore une fois, qui n'ont pas de compétences sur le sujet, qui ont des bonnes idées, mais qui démarrent de rien. Donc il faut les onboarder. Pareil, il y a des règles du jeu, il faut leur communiquer les règles du jeu. Ils ne peuvent pas les suivre s'ils ne les connaissent pas. Donc le premier sujet, c'est avoir un besoin. Donc j'ai un besoin, je l'exprime, on a fait une qualif, on a estimé que c'est le citizen dev qui est le plus adapté. Ensuite, on va onboarder cette personne qui sera citizen dev. On va l'onboarder, on va la former, on va lui donner les règles du jeu et on va lui donner accès à un environnement qui va lui permettre de développer. Elle va faire sa conception applicative et elle va avoir un support hebdo. Il y a une instance, les citizens peuvent se connecter et il y a une personne qualifiée qui va les supporter s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Et puis après, une fois qu'ils ont fini leur développement, il y a le process de mise en production. Donc ils n'ont pas accès à la prod, ils ont accès à la dev. Donc une fois qu'ils nous livrent leur package, il y a une vérification de la conformité donc c'est une vérification rapide, on ne rentre pas dans les détails du code, mais on s'assure que dans les grandes lignes, ça respecte les règles du jeu. Et une fois que c'est validé, on pousse l'application en production. Et puis voilà, tout simplement. Donc ce parcours est super important si vous vous lancez ou si vous êtes lancé dans la partie Citizen Dev. Surtout, il faut créer ce genre de parcours. Il ne faut surtout pas laisser faire en pensant que ça va bien se passer. Encore une fois, c'est des personnes non initiées. Et le but, j'insiste souvent là-dessus, mais c'est pas d'être dans l'extrême contrôle. Le but, c'est aussi de leur apporter de la valeur. Ils sont aujourd'hui, les citizen dev qui sont embarqués dans ce process, ils en sont contents parce que tous les semaines, ils ont un point récurrent avec une personne qualifiée, ils peuvent exprimer leurs besoins. On leur a expliqué les règles du jeu, on leur a expliqué comment ça marche. Donc c'est pas quelque chose de subi. On leur apporte de la valeur et c'est pas juste apporter de la contrainte. Faut bien balancer les deux. Donc voilà, quelques autres règles. Donc les règles et automates créés sur l'environnement par défaut sont supprimés. 93 connecteurs sont autorisés sur les environnements de prod, pré-prod et COE. Donc les connecteurs sont maîtrisés. 27 connecteurs sont autorisés sur l'environnement Citizen. Donc voilà, pareil, il y a des qualifications en fonction de ce qu'on veut leur donner à disposition. Sur l'environnement par défaut, uniquement ceux qu'on ne peut pas bloquer. On n'a pas le choix. Seuls les administrateurs peuvent créer des environnements et des gateways. Donc ça, c'est pareil, c'est un point de sécurité et de gouvernance qui est important. Par défaut, c'est pas le cas. Donc il faut absolument le faire. L'isolation de tenant est activée aussi. Donc ça, c'est des choses. L'isolation de tenant, c'est ce qui permet de contrôler le fait que depuis le tenant Swiss Life, je peux aller ailleurs et depuis ailleurs, je peux venir sur le tenant Swiss Life via un automate. C'est bloqué par défaut. On l'ouvrira peut-être s'il y a des cas d'usage, mais il n'y a pas d'usage, donc on réduit l'exposition. Le support des applications Citizen est fait par les Citizens. You build it, you own it, je le citais tout à l'heure. Et un comité de gouvernance hebdomadaire permet d'organiser le build et le run sur la plateforme. Donc voilà un peu l'organisation qu'on a mis en place pour rendre le sujet réel, maîtrisé, tout en apportant de l'agilité. Voilà, je pense que j'ai cité les mots-clés du titre de la session. Florian, tu nous partages le bilan de tout ça ? Ouais, le bilan. Alors les difficultés, oui, la maîtrise budgétaire. En gros, prédire le nombre d'apps que vous allez avoir, est-ce que vous allez pouvoir les réaliser sans licence ou en étant un peu intelligent sur la gestion des licences, ou vous allez finir par prendre des licences. On a vu qu'on n'a pas du tout été dans ce qui avait été prévu dans le Vision Paper. Il y a des besoins, tout d'un coup on rend compte que ça rend de grands services. Et puis, voilà, on a une application qui va finir à 800 utilisateurs, ce n'était pas du tout prévu. Donc, voilà, il y a cette partie-là. La partie formation, la partie support, voilà, on a un mécanisme de refacturation financière qui est en place. Voilà, maintenant, il faut expliquer les coûts et puis il faut anticiper ces mécanismes dès le début. Mais forcément, tout n'est pas gratuit et donc ça fait partie des difficultés d'aller expliquer. Voilà, développement agile avec les métiers. Voilà, il faut bien recadrer ce qu'on peut faire là où on désire aller. On a eu des demandes du style refaire le moteur de commissionnement des commerciaux avec Power Automate. Même si globalement, je pense qu'on aurait pu réussir, on a plutôt botté en touche.
parce qu'on sentait que voilà, on avait la MOE, le legacy qui nous regardait d'un drôle d'œil en disant il s'attaque à un sujet. Aujourd'hui, c'est le moteur de commissionnement, demain, c'est le CRM. Donc voilà. Même si finalement, je pousserais bien pour Dynamics, mais bon, c'est pas grave. Le positionnement des citizens dans l'organisation, oui, alors on met une personne qui se débrouille super bien et puis il n'a pas de backup, donc on pousse pour que bah, voilà, ils s'organisent. On a créé une communauté de citizens pour qu'ils échangent entre eux. Le but, c'est qu'ils soient quand même autonomes, quoi. Les règles de gouvernance de sécurité, en fait, on retrouve la même chose que dans Legacy. Alors, j'ai une demande. Finalement, quand on développe, est-ce qu'on pourrait faire une copie des données de la prod sur la plateforme Citizen? Bah, en fait, si tu le fais dans certains environnements, d'ailleurs, on a des sujets autour de l'anonymisation de données, etc., avec notre legacy, bah, voilà, on ne va pas rentrer dans les mêmes sujets. Là, c'est tout neuf, tout beau, tout propre. Et ben non, tu copieras pas, tu vas te faire tes jeux de données de test et puis tu les réutiliseras, mais on ne va pas copier la prod sur le dev. Et puis après, voilà, comme je disais, la remise en cause du legacy. Finalement, voilà, les budgets sont contraints et un métier qui se dit qu'il peut couvrir son besoin, lui, que ce soit le monde rouge ou le monde bleu, c'est pas son problème. Lui, c'est répondre à son besoin et aller au moins cher pour pouvoir justement exprimer d'autres besoins. Donc, enfin, faut bien anticiper ça, bien mettre tout le monde à l'aise et pas hésiter à communiquer quand il y a des nouveaux besoins qui arrivent en demandant bah, comment on le traite et est-ce que finalement le monde rouge a aussi envie de le traiter parce que finalement on se rend compte que le monde rouge est bien content de venir nous trouver parce qu'ils n'ont soit pas la capacité à faire, soit pas l'envie, soit pas soit c'est pas suffisamment financé pour que ça passe par le monde rouge. Ils sont très contents qu'on couvre cette partie-là. Et sur le développement agile, oui, les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est le mode un peu le digital workplace ou l'IT et mon service support. Donc, je veux tout pour rien, sans cahier des charges et des difficultés aussi sur les phases de recettage. Donc, on a rencontré aussi ces difficultés un peu de changement de paradigme où on demande justement le développement en mode agile, ça se fait en mode co-construction parce qu'il n'y a pas de cahier des charges, nécessite une implication des métiers et ça, bah voilà, ça change des services traditionnels qu'on met à disposition où effectivement on a les choses, on a accès aux différents sujets assez rapidement sans trop d'investissement et c'est un sorte de dû. Là ici on demande une implication et ça c'est des sujets qui voilà, c'est pas forcément évident de dégager du temps pour les personnes, etc. Donc on a mis en place une vitrine aussi, hein. Le but c'est d'avoir un référentiel des apps, que ce soit App Factory ou Citizen Dev, d'expliquer un petit peu ce qu'elles font, le responsable de l'application et voilà, de communiquer un peu autour de tout ça. Donc c'est mis en place, hein, c'est un SharePoint et en plus, ça permet de voir qu'on garde aussi une cohérence graphique d'une application développée par un Citizen Dev, d'une application développée par la Factory. Donc là, il y a 17 applications, ils sont tous dans le même univers graphique, ils sont tous publiés sur cette vitrine, ce qui permet de donner des idées à d'autres personnes potentiellement. Tout le monde y a accès chez Swiss Life. Et puis voilà, ça permet de montrer ce qui a été fait, donner des idées, avoir accès aux référents quand on se pose une question sur une application. Voilà, et puis pas réinventer, finalement, c'est des fonctionnalités qui ont été développées par un autre Citizen Dev. Voilà, quand ils développent, ils savent qui appeler et puis ils échangent entre eux. C'est vraiment super important. À la fin, les applications, elles vont être utilisées par des utilisateurs. Si on change d'univers graphique à chaque fois qu'on change d'application, là on parle de 17 applications, potentiellement dans d'autres contextes, c'est plusieurs centaines. Quand on change d'univers graphique à chaque fois, on perd la cohérence. À la fin, l'utilisateur ne comprend plus rien. Donc la cohérence graphique, la cohérence de l'univers graphique et aussi rationaliser les informations dans un portail d'accès unique, qui peut être celui-là, qui peut être un autre, c'est vraiment super important. N'oublions pas qu'à la fin, ça va être utilisé par des utilisateurs. Voilà. Donc le bilan financier, donc on est en termes de TP et de licence à moins ce qu'on avait prévu, hein. En fait, les clés de ça a été une bonne gouvernance dès le départ, de ne pas partir dans tous les sens, parce que finalement, je le dis souvent, et c'est pas que pour le workplace, dans mes autres activités, c'est pareil. Bien cadrer le sujet avant de partir, c'est pas une perte de temps, c'est vraiment un gain et ça se traduit en gain financier. C'est maîtrisé. Alors après, c'est dans les forces de savoir combien on va avoir d'applications en Citizen Dev et en
en App Factory, c'est compliqué. En fait, Alex n'a pas fait trop la pub de Walkers, mais enfin, moi, je vais la faire à sa place. En gros, on avait besoin de scalabilité. Si on avait mis en place un dimensionnement qui allait pouvoir répondre à tous les use cases qui nous avaient potentiellement été évoqués, ben on aurait, alors ça lui aurait fait plaisir, on aurait triplé l'équipe d'Eric, le responsable de l'ingénierie, sauf qu'à mon avis, ils seraient restés à attendre devant leur poste et ça ne serait pas venu. Plus tout ce qui est monté en compétences, etc. On a été chercher de la scalabilité chez Walkers, puisque du coup, voilà, on a pu complètement sous-traiter le développement de certaines applications, tout en gardant dans ces réunions de gouvernance, en gardant la main dessus et sachant qu'on a besoin. Et on a cherché aussi de la compétence sur la mise en place de cette gouvernance. Voilà, on voulait pas partir d'une feuille blanche et regarder un peu comment les autres avaient fait. Donc ça, c'est super important aussi, pas pour pas tomber dans certains écueils. Et aussi sur la formation. Alors là, je vais revenir, c'est super important parce que en fait, c'est hier, en gros, on m'a demandé des formations, parce qu'on l'a pris en charge sur le projet pour les premiers use cases, des formations pour les citizen dev de l'année prochaine. Et je dis, c'est plus pris en charge sur le projet, il faut que ça passe en run. Voilà, je peux vous proposer une formation, donc customiser Swiss Life Backers. Et ils m'ont dit oui, mais là, c'est une personne, et puis on a vu une autre boîte avec laquelle on travaille. Et je leur ai dit, ben non, parce qu'en fait, en gros, ça va être super généraliste. Ils vont présenter des connecteurs qu'on ne met pas à disposition, une gouvernance qui n'est pas la nôtre, et en fait, finalement, on va devoir repasser derrière. Donc voilà, enfin, on a trouvé chez Walkers un partenaire qui permet d'avoir que un certain nombre de choses pour Swiss Life, pour des besoins de sécurité, mais aussi pour des besoins de contenir notre run. Il y a ça aussi, hein, faut le dire. Et donc voilà, la scalabilité, elle est passée par eux. On n'aurait pas réussi à rentrer dans nos coûts financiers si on n'avait pas été aidé. Et scalabilité et agilité aussi. En fait, les besoins de développement, ils sont pas linéaires, hein. Il y a des moments où effectivement, il y a des moments où c'est un peu le creux de la vague. Il y a des moments, par contre, où on a 5 développements en parallèle. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi d'agilité. Il faut être capable. Si on veut être capable, enfin, les besoins, enfin, comme beaucoup de sujets, c'est cyclique. Il y a des moments où on a très peu de besoins exprimés, d'autres on en a 5 d'un coup. Et donc, il faut être capable, pour toujours apporter ce côté agile et pas frustrer les personnes pour pas qu'ils aillent chercher la solution sur d'autres univers. Voilà, il faut être capable aussi d'avoir cette agilité. Donc via un partenaire par exemple, ou via des ressources qui traitent plusieurs sujets différents. Mais en tout cas, voilà, ce côté agilité et scalabilité, il est vraiment important dans la plateforme parce que c'est pas une évolution linéaire, clairement pas. Donc ça va pas clairement pas être linéaire, comme tu le dis, parce que je vais commencer par le bout. Ça fait longtemps que je parle à la finance, parce que c'est des fervents utilisateurs d'Access, d'Excel, etc., en leur disant, voilà, vos plusieurs milliers de lignes dans des fichiers, vos bases de données Access qui font des tailles énormes, ça va vite avoir des limites. Et finalement, la puissance machine, avec à chaque fois des machines plus puissantes qu'on leur met, ça ne suffira pas. Et en plus, Microsoft a une autre stratégie et ça tombera l'arrêt du support. Là, c'est tombé, l'arrêt du support Access est tombé. Donc voilà, forcément, il y a des process critiques, même s'ils ont été déclarés. En fait, quand j'en parle à la compliance, ils me disent oui, même si c'est déclaré que c'est un end-user computing critique, c'est déjà une chose, mais qu'en plus il tourne sur un système obsolète, sans support, c'en est encore une autre. Donc forcément, il va y avoir un appel d'air et ça va arriver l'année prochaine. Donc ça nous permet de combattre contre le Shadow IT et de proposer une solution, hein, parce que en fait, une DSI qui combat contre le Shadow IT mais qui propose rien, en fait, il y en aura toujours du Shadow IT. Donc voilà, il faut savoir proposer des solutions. Et là, en fait, on a quelque chose à proposer. Ça nous permet de décommissionner des applications, ça nous permet aussi de nous tester, de faire des POC côté métier sur des applications qui seront peut-être repris par le legacy, mais en tout cas d'avoir des POC éclairés. Et puis on a aussi tout ce qui est digitalisation des processus d'équipe. Qui n'a pas des actions récurrentes sans valeur ajoutée dans ses équipes et qui pourraient être couverts par la Power Platform, j'en connais pas, on en a tous. Et donc, vous pouvez gagner en capacité à faire. Et ça, voilà, tout le monde en est friand, la finance, comme les personnes qui font ces actions récurrentes. Voilà.
Et on a terminé dans le timing, je pense. Alors après, je vais mettre, parce qu'il y a un beau t-shirt Power BI, je vais juste dire un petit mot sur Power BI. Life n'a pas fait le choix de Power BI. Ouais, alors, j'ai pas dit que c'était un problème, parce que si on me taperait sur les doigts, a fait le choix de Tableau Software. Et par contre, il y a un vrai problème avec ça. C'est qu'en fait, nativement, tout est facile sur Power BI. Mais quand il faut aller attaquer le monde rouge pour faire du reporting, etc., et que les citizen dev en ont besoin, voilà, c'est un des écueils. Voilà, c'est cette partie en fait de ne pas rester dans l'écosystème Microsoft. Et la partie BI peut rapidement devenir un problème. Là, on est en train d'essayer de l'attaquer, mais c'est pas simple. Donc V4 BI, j'espère que ça ne sera pas rediffusé en interne Swiss Life. Mais voilà, si vous avez un autre outil de BI, ça peut être un petit peu délicat à traiter. Et pensez-le plus globalement avec une solution qui sera globale et que vous pourrez, les citizen dev pourront réutiliser et pas le traiter au cas par cas, quoi. C'est ce que je dis souvent, hein, c'est valable pour le low-code, mais pour plein d'autres univers. Le mix technologique au sein d'un même univers, c'est souvent beaucoup de problèmes. Donc voilà, il y a plein d'univers. Donc l'univers low-code, oui, si on fait le choix du mix technologique, forcément, il va falloir créer les passerelles. Et vu que c'est des univers en plus qui bougent chacun de leur côté très vite, la connexion à un instant T peut être vite challengée selon les évolutions. Donc oui, le mix technologique au sein d'un même univers, c'est parfois complexe à gérer. On est à peu près à l'heure, hein, 48. Un peu en retard. Ouais, 3 minutes. On a commencé 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, merci à tous. Merci.